Loué soit Jésus-Christ, ici Théodon, pour Radio Regina. Et aujourd'hui, avec Yannick, on va aborder la deuxième partie de notre exposé avec un intitulé assez énigmatique, n'est-ce pas? Puisqu'on parle de contre-révolution maçonnique. Et aujourd'hui, nous allons aborder plutôt l'aspect qui déchaîne énormément les passions, toujours à l'heure actuelle, puisque aussi bien d'un côté que de l'autre, on a tendance à avoir une vue mythologique de cet événement, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de la Révolution française. Alors, le sujet de la Révolution française est un sujet qui divise énormément l'opinion en général, avec d'un côté ceux qui se revendiquent de cette filiation-là et qui considèrent que tout ce qui est apporté par la Révolution est forcément globalement positif et tout le combat des monarchistes était illégitime, et à l'inverse, chez les royalistes, chez les monarchistes, on va considérer la Révolution comme un ensemble relevant d'un complot satanique et sans jamais apporter la moindre nuance, et aussi, du point de vue de notre propre camp, on refusera éventuellement de reconnaître que certains étaient parfois mal inspirés, parfois ont commis des erreurs. Donc aujourd'hui, on va un peu démythifier tout cela avec Yannick, et je le laisse. Voilà, on va sortir un petit peu des clichés, dans le sens où, voilà, l'idée qu'il y a dans notre communauté, qui est très généralisée, c'est qu'en gros, la Révolution française, c'est exclusivement des francs-maçons contre uniquement des gentils catholiques. Voilà. Alors, évidemment, ici, on va casser un petit peu le mythe par rapport à ce point-là, apporter de la nuance. Alors, on sait, beaucoup de gens savent qu'on est pas spécialement toujours très nuancé sur Radio Regina, hein. Mais ici, je pense que la nuance, elle est ultra importante. Il faut absolument remettre un peu les points sur les i par rapport à ça. Le problème maçonnique ne se résume pas qu'à des questions de complot. Et que l'idée même de complot ne suffit pas à expliquer la révolution, mais ça, on verra ça un peu plus loin. Donc on est toujours dans la continuité de la première. Alors, s'il vous plaît, n'écoutez pas la deuxième partie si vous n'avez pas écouté la première, évidemment, parce que là, c'est pas le genre d'émission où on peut commencer par la quatrième partie, puis écouter la deuxième, puis la première. Non, c'est pas, ça fonctionne ici plus comme un feuilleton que comme une série. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. Donc, je vais pas refaire le topo sur la première émission, hein, donc du coup. Comme ça, on peut passer directement à cette période de la Révolution. Voilà, comme tu disais, effectivement, démystifier un peu la question pour justement pouvoir porter un jugement plus intelligent, hein, par rapport à notre situation actuelle. Comme je dis, il ne faut pas un point aussi important peut-être à préciser, c'est que la nuance ne s'oppose pas à la radicalité. Quand on analyse le réel, on l'analyse tel qu'il est, et donc forcément, parfois il peut y avoir des nuances. Ça ne veut pas dire qu'on renie les principes, qu'on les modère. Au contraire, ça permet d'avoir justement une vue plus juste et de pouvoir appliquer nos bons principes de la façon la plus prudente, en fait, la plus conforme à ce qui est réellement, quoi. Ce qui est réellement, ouais, parfois, aborder les sujets d'une façon un peu plus complexe, un peu plus subtile, est parfois nécessaire, en fait, puisque le réel, ça ne se réduit pas, en fait, à ce que l'on peut croire du réel. Il faut parfois l'analyser, le prendre brut, et voilà, essayer d'en tirer certaines lignes, on prend toute la diversité en compte, quoi. Voilà. Et je vais encore me répéter, pour la première émission, quand on indexe mal un problème, on ne combat pas efficacement le problème. Voire on ne le combat pas du tout. Donc, ça c'est exactement l'idée de l'émission. Hein. Alors, donc comme on a dit la fois dernière, hein, à la fin de l'émission, la maçonnerie, elle va donc devenir une mode, hein, donc à l'époque, au XVIIIe siècle, hein, et notablement dans la noblesse française. Hein. Donc on va surtout parler de la France ici. Hein. Donc on a les fameuses idées des, entre guillemets, lumières qui se propagent, hein, les philosophistes. Et au passage, qui sont évidemment très à la mode, et notamment énormément dans la noblesse. Hein. Et là je parle au-delà de Voltaire et compagnie, hein, parce que là on a tendance à assimiler les lumières uniquement à la bande à Voltaire, mais je parle aussi des nouvelles idées venues d'Angleterre. Hein. Donc une grosse partie de la franc-maçonnerie va évidemment s'accorder, hein, puisque c'est tout un mouvement de penseurs intellectuels, hein, de l'époque, hein, qui se forment. Et fatalement, tout ça se diffuse à grande échelle. Hein. Et je vais revenir un peu sur le terrain des idées plus tard. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va surtout énumérer quelques grands noms qui ont été initiés, donc en maçonnerie. Hein.
et qui, dans le même temps, était royaliste. Donc on parle bien de la période de la Révolution. Et je précise que royaliste, ça veut pas toujours dire bon chrétien, évidemment, hein, donc ça c'est un autre débat. Hein. Parce qu'on a pu avoir des très bons chrétiens francs-maçons, c'est-à-dire des chrétiens qui ignoraient que c'était interdit d'y adhérer. Hein. On a par exemple le prêtre, c'est l'abbé Gallo, je crois. Hein. Jean-Marie Gallo qui a été assassiné, il faisait partie des 14 martyrs de Laval, qui ont été assassinés sous la terreur et qui ont été béatifiés par Pie XII. Donc, Voilà, donc c'est un franc-maçon béatifié, hein. C'est curieux, voilà. mais c'est comme ça, donc ça existe. Et sinon, Et c'était un prêtre aussi. c'était un prêtre, ouais, c'est ça. Et sinon, on a aussi des gens mauvais chez les légitimistes. Donc c'est, tu vois, parfois on peut avoir de tout. Mais toujours est-il que c'est déjà des précisions assez importantes. Hein. Et alors de surcroît aussi, on peut très bien aussi avoir des francs-maçons qui n'adhèrent pas, voire se moquent des idées des Lumières. Il y en a eu. Sinon, il n'y aurait pas eu de contre-révolutionnaires parmi eux, hein, y compris, je parle aussi des penseurs, hein, carrément. Voilà, juste pour préciser. Hein. Même si, globalement, effectivement, la franc-maçonnerie, dans sa majorité, va adhérer aux idées nouvelles. Hein. Enfin, après, évidemment, ça, toute mesure gardée, il y en a qui sont à fond dedans, d'autres moins, etc. En tout cas, voilà, on peut pas être 100% adhéré à tout ce que dit un philosophe des Lumières non plus, parce qu'ils sont pas tous d'accord entre eux sur certains points, et qu'il y en a qui partent dans des délires, etc. Donc des choses qui sont infaisables. Donc évidemment, ça, voilà. Quand je dis idée nouvelle, c'est évidemment grosso modo. Hein. En tout cas, à l'époque, il n'y a rien de plus commun. Voilà, tous ces livres-là, toute cette littérature proche ou lointaine des Lumières, très diffusée. Et, malheureusement, et dans l'aristocratie française, comme on l'a dit, c'est assez à la mode d'être franc-maçon. Hein. Hein. Ça peut d'ailleurs s'expliquer par les Lumières, en fait, puisque en essayant d'imposer un peu le rationalisme, les Lumières, ça a été aussi inspiré par le rationalisme, ça crée un manque dans les âmes, en fait. Et on le verra aussi par la suite, le rationalisme, plus tard, donnera occasion au modernisme, donc à un pseudo-mysticisme. Et bien là, c'était un peu la même chose au XVIIIe, quoi. Il y avait d'un côté le rationalisme qui desséchait les âmes, et ces âmes-là, comme elles n'avaient pas nécessairement accès aux ressources de l'Église, elles essayaient de se nourrir où elles pouvaient, et elles ont été s'abreuver à la mauvaise source maçonnique, quoi. Et oui, c'est vrai aussi qu'il y avait beaucoup en retour du mysticisme hein, juste avant la Révolution. Hein. Et d'ailleurs, il y aura même des mystiques dans la Révolution française, complètement des tarés aussi. Hein. Mais bon, on va pas faire toute l'histoire de la Révolution, on va se braquer évidemment sur un point, savoir la maçonnerie du côté anti-révolutionnaire, hein, du côté royaliste. Hein. Alors déjà, pour commencer, il y a une loge parmi les gardes du corps de Versailles, hein, qui est constituée par le Grand Orient. J'ai bien dit le Grand Orient. Hein. C'est la loge militaire des Trois Frères Unis à l'Orient de la Cour. Donc, voilà, les gardes de corps de Versailles. Alors le petit monde entourant Louis XVI et la vie politique de la cour, hein, etc., va comprendre de très nombreux gentilshommes initiés, hein, de très haut rang. Hein. Ça va sans dire. Hein. Alors j'ai déjà cité quelques noms intéressants. Hein. Donc on a les Noailles, le comte de Clermont-Tonnerre, hein, donc lui était plutôt monarchien, franc-maçon. Hein. Je précise aussi que parmi les légitimistes maçons, beaucoup étaient monarchiens. Hein. Parfois ils étaient royalistes plus complets, hein, mais beaucoup de monarchiens, c'est-à-dire monarchien, c'était d'ailleurs très à la mode à l'époque, c'était toujours pour la royauté, mais avec des réformes. Hein, donc c'est ça Un aussi. peu de monarchie constitutionnelle, quoi. C'était monarchie constitutionnelle, ouais, à l'anglaise, quoi, évidemment. Donc c'était pas des révolutionnaires, ils voulaient une réforme, en gros c'était ça. Alors on a le ministre des Affaires, le comte Armand de Montmorin, hein, de Saint-Hérem, le contrôleur général des finances Laurent de Villedeuil, le ministre de la Marine Antoine de Sartine, hein. On a le duc de Anne Charles Sigismond de Montmorency-Luxembourg, alors lui il est plutôt monarchien aussi à la base, et fait intéressant, alors je pense que son nom, Anne-Charles Sigismond de Montmorency-Luxembourg, à mon avis, ça doit être plus facile pour les francs-maçons de le prononcer parce qu'ils le prononcent souvent. Enfin, ils doivent le prononcer beaucoup plus souvent que moi. Je vous explique pourquoi. Parce que lui, c'était l'administrateur général de... Alors, devine quelle loge. Ah là, j'ai pas la moindre idée, là. Non. Alors, il est connu Non. chez eux. Hein. C'est le Grand Orient. Encore. Ah oui. Donc, Carrément. ouais, c'est même le fondateur, en fait. C'est le fondateur, c'est lui qui va regrouper plusieurs loges et les centraliser en une seule obédience, donc le Grand Orient. Hein.
Et c'est assez étonnant, hein. Donc c'est ce même homme qui va émigrer après la Révolution. Il va fuir la Révolution. Donc la maçonnerie qui, en France, va devenir l'obédience la plus puissante et la plus représentative de l'anticléricalisme, eh ben, elle a été fondée par lui, par un homme qui va émigrer, qui va fuir la Révolution. C'est quand même fou, hein. Alors, bon, après, je pense pas qu'en Angleterre, il va être spécialement très ami avec l'abbé Baruel. Non, ça c'est un autre débat, hein. Et en plus, je vois qu'il a émigré très tôt, hein, juillet 1789. Mais oui, mais il va ouvrir la voie à l'immigration, carrément. Ah, oui. C'est un truc de fou, hein. Donc voilà, déjà ça casse, déjà ça démystifie, hein, à fond, hein. Donc je continue, hein. Si on a d'autres, hein, il y a le grand conservateur de l'obédience du Grand Orient, bah, c'est le duc de Crusolduz, qui lui aussi va émigrer. Alors Jacques Cazalès, député de la noblesse aux États généraux, initié, émigré. Le duc de Guiche, capitaine des gardes du corps du roi, initié, émigré. Louis Armand Constantin de Rohan, vice-amiral de la flotte de la marine royale française, initié et mis à mort après la Révolution française. Donc il essayait même de dire qu'il était un bon citoyen, mais bon, il s'est quand même fait quick, hein. Emmanuel Félicité de Durfort, hein, maréchal de France, initié et mort juste avant la Révolution française. Voilà, la liste elle est très très longue, bon, c'est pas la partie la plus intéressante, hein, je vais m'arrêter là, mais tout ça pour dire... On a même accusé le Louis XVI d'avoir appartenu à la maçonnerie. Oui. Il y a des rumeurs comme ça. Oui, mais c'est pas le plus possible, mais par rapport à l'affiliation de rois français à la maçonnerie, ça je vais y revenir plus tard, dans cette partie justement, donc ça c'est bien. Alors bon voilà, la liste elle est assez longue, hein, donc c'est... Je vais pas continuer à tout énumérer, mais tout ça pour dire que la noblesse, le pouvoir, l'aristocratie, en était complètement contaminé à très haut niveau, hein, très haut niveau. Donc, alors on a un livre, hein, intitulé Les francs-maçons aux États généraux de 1789 et à l'Assemblée nationale, qui a été écrit en 80 ans. Et l'auteur qui est dénommé Pierre Lamarck, il va distinguer 3 groupes francs-maçons dans les États généraux. Il va dire qu'il y a une centaine qui se prononçaient constamment pour les réformes. Et parmi ces francs-maçons, il y avait des religieux initiés ainsi que des nobles, hein. Une cinquantaine environ auront une attitude plus neutre et effacée, et une quarantaine environ vont plutôt défendre l'ancien régime. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a une majorité maçonnique en faveur des réformes, hein. Donc, mais il n'y a pas que. Et puis, on ne parle pas encore des révolutionnaires, hein. Donc, voilà. Et encore une fois, il n'y a pas besoin, mais que les choses soient claires, il n'y a pas besoin d'être franc-maçon pour être pour les réformes ou pour être favorable à la révolution. Donc, il faut encore bien préciser que c'est l'époque aussi, hein, qui tendait vers... voilà, on va développer tout ça plus à la fin de cette partie, hein, par rapport au fait que le terrain au XVIIIe siècle était très fertile pour une révolution. Alors autre chose, bien sûr, par rapport à tous ces nobles légitimistes, ce qui est sûr, et je pense notamment à ceux qui sont affiliés à des loges émanant de l'obédience du Grand Orient, c'est certainement pas pour autant non plus les plus exemplaires au niveau catholique, fatalement, hein. Donc, surtout qu'on était au XVIIIe siècle, c'était pas le siècle le plus heureux pour le christianisme, hein, malheureusement. Autant le XVIIe, il y avait eu un retour, autant le XVIIIe, malheureusement, la religion s'est un petit peu effritée, hein. Et alors, ces gens, autant ils peuvent être monarchistes, autant en philosophie, ils peuvent être libéraux, hein. Attends, excuse-moi, je vais boire un petit coup. Alors la loge, là, certainement, qui était la plus révolutionnaire, et qui était justement liée au Grand Orient, et qui a connu en son sein des personnalités politiques de premier plan, hein, c'est la fameuse loge des 9 sœurs. C'est elle qui va accueillir Voltaire à la fin de sa vie. Elle va accueillir Cabanis, Mirabeau, peut-être aussi. Elle va accueillir aussi les Américains Benjamin Franklin et Jefferson, qui étaient aussi francs-maçons. Et alors au-delà de tout ça, le principal lieu de convergence, le plus influent au niveau des penseurs dits des Lumières, on retrouvera vraiment l'élite, et notamment de beaucoup qui étaient initiés dans cette loge-là, hein. Donc c'est un lieu très important, c'est plutôt le salon de Madame Helvétius. Et là on va retrouver beaucoup de crapules qui, pour un certain nombre d'entre elles, hein, vont être initiées justement aux 9 sœurs, hein. Donc en plus de Mirabeau, Cabanis, dans ce salon on a d'Alembert, le fameux d'Alembert, Diderot, Fontenelle, le baron d'Holbach, Beccaria, Destutt de Tracy, l'abbé Rénal, l'abbé Morollet, l'abbé de Talleyrand, les ministres libéraux comme Turgot,
et puis certains acteurs de la Révolution comme l'abbé Sieyès, Volney, Garat, Nicolas Bergas, Junius Frey, Condorcet évidemment, Manon Roland et son mari Roland de la Platière, Chamfort C'est du Roucher, beau monde, hein. ouais je continue, Malzerbe, Talleyrand j'ai déjà cité, voilà. Alors on aura même... Jefferson va aussi passer par là, Franklin aussi, hein, il va passer par le salon, Thomas Paine, Pierre Donneau, Garat, Nicolas Bergas, François Andrieux. T'as vu, j'en cite plein, mais en fait, là, bon, il y a plein de noms que je connaissais pas non plus, hein, évidemment. C'est plein de petites notes que j'ai prises. Toutes celles que j'ai relevées. Alors, par rapport aux 9 sœurs, on va préciser que le fondateur de cette loge est un certain Lalande, c'est un astronome et politiquement monarchiste. Hein. Tu vois, comme quoi, faut pas tout non plus simplifier. Il va quand même changer d'avis après les révolutions. Il sera peut-être un peu moins monarchiste subitement. Mais bon. En fait, lui, malgré que soit monarchiste à la base, il est en même temps athée. Hein, donc c'est pas pour rien qu'il fréquente le salon de Madame Helvétius. Hein. C'est là qu'on voit qu'être royaliste, ça ne permet pas de remplacer ou de Exactement. compléter le combat de la foi, quoi. Il faut Voilà. être catholique d'abord. Voilà. Après, En tout cas, éventuellement c'est ça. monarchiste, si ça peut correspondre aux intérêts de la foi et au bien commun. Mais voilà, Exactement. catholique d'abord. C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter tout le temps, effectivement. Voilà. C'est ce qu'on dit depuis le début de nos émissions. Que le plus important, au-delà des types de gouvernement, c'est le catholicisme. On répétera jamais assez. Et voilà, exactement. Donc, comme je dis, à mon avis, d'ailleurs par rapport à ce personnage, Lalande, il va être certainement un peu plus anti-chrétien, athée, que monarchiste, puisque comme on a dit, monarchiste, il a fini par lâcher. Mais ceci étant dit, il a quand même fait une très bonne action. Sur la terreur, apparemment, donc il a protégé dans son observatoire des prêtres menacés de guillotine. Il a eu pitié d'eux. J'espère avec l'aide de Dieu que ce geste aurait touché son âme, hein, je ne sais pas, mais bon voilà, on espère, évidemment, c'est évidemment chrétien d'espérer que même nos pires ennemis soient au paradis, qu'ils aient obtenu la grâce avant la fin de leur vie. Mais ça, à la grâce de Dieu, hein. C'est autre question. Alors, Dieu est juge. oui, Non, je disais juste Dieu est juge. Dieu est juge, voilà, Dieu est juge. Ah ouais, non, attends, juste pour préciser aussi, qu'évidemment dans le salon Madame Helvétius, c'est pas pour autant que tout le monde est des francs-maçons aussi. Hein. Donc ça, c'est encore une autre question. Hein. Alors on aura aussi, bien sûr, qui va arriver, le fameux club des Jacobins, hein, qui sera très actif durant la Révolution, qui va comprendre en son sein beaucoup de maçons. Hein. Ça, j'ai pas besoin d'en parler, puisque tout le monde connaît cette partie de l'histoire par cœur. Tout ça pour dire qu'évidemment, que la maçonnerie a énormément pesé donc, dans la Révolution. Mais moi, je suis ici pour parler de l'autre face, c'est-à-dire de la contre-révolution. Et la contre-révolution, à un niveau un peu plus maçonnique, hein, c'est des choses qu'on connaît un petit peu moins et qui sont nécessaires de parler, hein, pour bien comprendre ce qui se passe à notre époque et éviter des problèmes demain. Mais ça, voilà, on va y aller. Donc, allons-y, la révolution arrive. Et venons-en maintenant à l'émigration française, où des centaines de milliers de Français royalistes de toutes conditions vont commencer à fuir la France, déjà à partir du lendemain de la prise de la Bastille. Alors certains le font pour combattre la Révolution française de l'extérieur, d'autres vont le faire pour se soustraire des rigueurs de la Révolution, et d'autres, évidemment, pour échapper à la terreur. Et beaucoup vont venir se réfugier en Belgique, d'autres énormément en Allemagne, et d'autres encore en Angleterre. Alors en Allemagne, on a eu la ville de Coblence, qui fut un point de chute pour bon nombre de nobles. Et parmi eux, fatalement, qui dit noblesse, dit aussi franc-maçon. Hein. Donc il y en a eu beaucoup. Alors de Nestre, on a touché un mot. Il y a des livres aussi sur le sujet. Hein. Il y a le mouvement des idées de l'immigration française, qui a été écrit par un certain Beldon Sperger en 1925. Ou même des livres de l'époque, hein, de la Révolution, évoquent le sujet. Voilà, il y a le monarchien Mounier, par exemple, en parle aussi très brièvement. Il y a des francs-maçons dans l'immigration. C'est clair, alors je vais en citer, hein, évidemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le duc Montmorency Luxembourg qui ouvre la voie. Déjà au mois de juillet, hein, comme tu l'as relevé. Et déjà, c'est plus souci en France.
Alors, fatalement, dans l'armée de Condé, alors je vais juste parler qu'à la base, l'Ancien Régime comprenait plein de loges militaires. Donc c'est normal que ça suive, et qu'il y ait de nombreux officiers qui étaient initiés, fatalement. Donc apparemment déjà, le prince de Condé, qui va faire de Coblence en centre de résistance militaire, il y a son oncle, qui est mort 18 années avant la Révolution, lui c'était pas n'importe qui, c'était Louis de Bourdon-Condé, hein, et qui était grand maître de toutes les loges régulières de France. Rien que ça. Hein. Et c'était en religieux en plus, hein, et militaire parce qu'il avait reçu la permission du pape Clément XII de porter les armes en tant que religieux. Enfin bref, voilà, pour l'armée de son neveu, hein, donc on parle de l'armée de Condé, et on a aussi l'un de ses principaux bras droits, c'est le marquis de Mesmont, Germain de Hyacinthe de Romance. Et ça, c'est un gros poisson franc-maçon. Donc voilà, c'est la continuité, c'est... Ils se sont pas dit, bon, on émigre, on arrête d'être franc-maçon. Fatalement. Alors voilà, et apparemment, il y a eu aussi quelques loges, apparemment aussi sous l'immigration. Bon, c'était quand même vivant. Donc, en gros, le cancer était toujours là, hein, malgré... tu vois. Alors, donc ce que je dis, pour être clair, je suis pas en train de défendre la franc-maçonnerie, je suis juste en train de dire que le problème, encore une fois, est plus nuancé que ce qu'on raconte, et qu'il faut le prendre en compte pour bien cerner cette indexation qu'il y a à faire. Alors, je continue. Maintenant, on va passer en fait d'autant plus intéressant, hein, c'est la contre-révolution des Vendéens. Bon, là, ça commence à faire mal, hein, Théodon. Hein. Ça commence à faire mal. Bon, faut prévenir quand même nos auditeurs que du cassage de mythes un petit peu. Ouais. Donc en fait, je rassure quand même, dans les Chouans, il n'y a pas beaucoup de présence maçonnique. Cette fois, il y a beaucoup moins. Parce qu'on est dans un... C'est logique, puisqu'on est dans un élément... Les Chouans, c'était principalement... c'était un élément terrien. Et donc, c'est pas spécialement lié à la noblesse, et donc qui est de facto élitiste, et donc fatalement à la maçonnerie. Mais on a quand même quelques noms, hein, de rares officiers émigrés qui sont venus de l'armée de Condé pour allier les Chouans. Alors on parle par exemple de François-Célestin de Lognes de la Coudray, alias le baron de Lognes de Bois-Chaudron, hein, ancien marin, ancien encyclopédiste en plus. Enfin, il n'était pas vraiment encyclopédiste à fond comme Diderot, d'Alembert et Voltaire. Hein. C'est pas dans ce sens-là, mais en fait il a aidé Diderot et sa bande à la production d'une 50aine d'articles sur des sujets touchant à la marine. Alors, durant la guerre avec les Chouans, il va être blessé et emprisonné. Et on retrouve aussi son nom sur une liste des archives du Grand Orient. Il appartenait à la loge Fidélité, située dans les Sables d'Olonne, donc c'est une commune des Pays de la Loire. Alors on a aussi le comte Charles d'Autichamp, initié en 1788 dans une loge militaire, et qui sera capitaine au régiment de Dauphin-Dragon, puis de la garde constitutionnelle de Louis XVI. Il est très jeune à l'époque, hein, ce sera en chef de l'insurrection vendéenne, et il se trouve que c'est le beau-frère de Bonchamp en fait. Voilà. Il y avait de la famille chez les maçons. On a Éléonore Constant d'Enfernay, chef chouan aussi, franc-maçon et immigré. Et ce sera le membre fondateur d'une loge, la Parfaite Union à Quimper, et c'est en breton. Il va se faire capturer et fusiller par les républicains en 1796. Alors, un peu plus connu, alors maintenant on monte un petit peu, mais là c'est un petit... Allez, en rien moins sûr, ce serait Charette. Parce que lui, en fait, Charette, c'est connu, il est considéré quasiment comme certain qu'il était initié. Mais il y a eu par la suite, récemment dans l'histoire, quelques remises en cause, hein, donc voilà, je préfère le préciser. En fait, Charette, évidemment, ça aurait été normal en plus de ça, puisque c'est tout ça, la franc-maçonnerie, encore une fois, était à la mode chez les aristocrates. Donc Charette, c'est pas 100% sûr, d'accord. Maintenant, il y en a qui ont avancé parfois aussi le nom de la Roche-Jacquelin, mais là, c'est encore allé beaucoup plus loin, parce que là, c'est encore moins sûr. Mais il y a toutefois des francs-maçons qui s'en revendiquent. Par exemple, il y a une loge qui a été récemment fondée au nom de la Roche-Jacquelin, dans le département des Deux-Sèvres. C'est quand même surprenant, parce que justement, quand on a le schéma de base qui consiste à opposer la République maçonnique à la monarchie catholique, voir une loge qui s'appelle la Roche-Jacquelin, c'est un peu...
Oui. C'est un Peut-être. peu problématique. Alors, bah, ça, comme on dit, la maçonnerie, c'est pas un bloc monolithique hein, au niveau politique. Euh, f- Bien sûr qu'il y a des dénominateurs communs, et ces dénominateurs communs, bah, c'est ça que l'Église condamne. Mais au niveau politique, et le problème c'est que tout le monde est braqué sur les questions politiques, c'est ça le problème. Mais au niveau politique, ils sont pas tous pour autant d'accord. Devine à quelle obédience appartient cette fameuse loge Roche-Jacquelin, qui existe là maintenant. Euh, Ce serait logique que ce soit la GLNF, mais je C'est pense pas ça, que ce non soit. c'est ça. Ah, c'est ça, ok. GLNF, bien, bingo. Bingo. On va en reparler plus loin, hein, on va en reparler plus loin. En tout cas, voilà ce qui se passe par rapport à la question chouanesque. Mais j'ai pas beaucoup de choses, beaucoup plus de choses à dire sur le sujet. Hein. Après, bon, il est notoire qu'historiquement, la franc-maçonnerie, en tant que telle, de façon institutionnelle, va entrer en liturgie, c'est-à-dire en clandestinité. Bon, voilà, je parle au niveau des ateliers, hein, donc pendant une longue période. Je parle bien après la Révolution. En même temps, le fossé politique et religieux va se continuer à se creuser, et surtout au fil du début du 19e siècle, voilà, il y a de moins en moins de légitimistes, royalistes, monarchiens, etc., qui fréquentent les loges. Hein, donc tout en France particulièrement, se républicanise. Hmm. Ça se Et ça, on gauchise. peut aussi voir aussi l'action des papes, quoi, parce que auparavant, les condamnations, les bulles pontificales ne parvenaient pas bien souvent à être accessibles aux gens à cause du legs du gallicanisme qui empêchait la Exactement. diffusion des bulles pontificales, tandis qu'avec la chute de la monarchie et la liberté d'expression, certes, beaucoup de mal c'est inévitablement répandu, mais aussi, paradoxalement, les bulles pontificales, et du coup, ben, on pouvait moins plaider la bonne foi et l'innocence quoi, quand on adhérait en tant que catholique à la franc-maçonnerie, quoi, alors qu'auparavant, on ignorait même qu'il y avait condamnation. Je précise que, bien sûr, j'allais le dire justement aussi, mais je précise, quand tu dis la chute de la monarchie et de la liberté d'expression, tu entends plutôt Et la chute de la monarchie l'avènement et de la la... montée de la liberté Voilà. d'expression, évidemment, puisque catholique, on condamne la liberté d'expression. C'est pour, tu vois, c'est pour que je dis ça pour les auditeurs les moins formés sur la question. Mais voilà. Et on a fait aussi une émission sur la liberté d'expression, on Ouais. vous y renvoie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, bah, exactement comme tu dis, donc l'Église, bah, elle a continué des cinglantes condamnations, et fatalement, bah, ça a beaucoup pesé dans le fait aussi que la franc-maçonnerie se renforce, bah, voilà, se gauchise et s'antécléricalise à fond, principalement en France. Hein. Ouais. Et il y aura évidemment, bien sûr, d'autres pays catholiques hein, qui seront dans le même cas de figure que la France. Bon, ça on en parlera peut-être un peu plus loin. Mais bon, bref, voilà. Mais tant mieux, voilà, le fossé s'est creusé, Deo Gracias, parce que c'était on ne peut plus nécessaire. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore assez creusé. Hein. Ça, c'est justement pour ça qu'on fait ces émissions. Alors, je continue toutefois. Pour préciser, en fait, il n'y a pas eu que des comtes et des princes qui ont été initiés. Il y aurait eu aussi minimum un roi. Minimum, hein, j'ai bien dit. Hein. Donc, il y a des... Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il y a des soupçons sur Louis XVI. Il y en a eu aussi sur Louis XV. Et Louis XV, ce serait déjà peut-être plus crédible. Il y a beaucoup plus de probabilités aussi, mais pas de certitude totale sur le cas de Louis XVIII. Par contre, on a eu Charles X, qui lui bah, était membre de la loge des Trois Frères. Donc voilà, en plus, fatalement royaliste, très royaliste fatalement. Donc voilà, ça fait minimum un roi français était franc-maçon. Et c'est même le dernier des légitimistes, hein, lui. Hein. Ouais. Après, ce sera les Orléans. Alors, bon, que les Français ne s'en fassent pas parce que nous aussi on a eu le coup. Hein. Donc, chacun ses rois francs-maçons. Hein. Voilà. Alors, celui qui va vraiment aussi beaucoup affaiblir le royalisme, tout court, je parle pas du royalisme dans les loges, hein, je parle du royalisme tout court, cette vague, hein, qui va faire beaucoup de mal au royalisme, c'est Napoléon. Parce qu'il va transcender l'opposition entre républicains et royalistes. Bon, même si celle-là, elle va continuer à exister. Hein. Mais, tu vois, il y a un petit côté royal et impérial là, qui fait que ça casse un petit peu le dynamisme royaliste aussi. Hein. Et Napoléon, ben, on sait aussi qu'il était très proche de la maçonnerie, alors il n'y a pas de preuve tangible qu'il ait été initié. Donc il y a toujours des doutes là-dessus, on ne sait pas. En tout cas, à son époque, la maçonnerie, à l'époque de Napoléon, c'est à ce moment-là que la maçonnerie va revenir à la mode en fait. Et les loges vont
commencer à se remultiplier, les clubs, etc. Avec la campagne d'Égypte aussi, je pense. Ça a dû jouer, le retour de la popularisation de l'Égypte, des mythes égyptiens. Ouais, ça leur parle, hein, les maçons. Donc. Mais la petite Napoléon, c'était un grand tacticien, comme on sait. Et ce qu'il va faire, il va avoir une très bonne idée. Il va faire de l'ordre maçonnique une institution totalitaire. C'est-à-dire qu'il va faire nommer son frère Joseph grand maître, son frère Louis grand maître adjoint, et l'archi-chancelier de l'Empire, Cambacérès, hein, il va l'ériger grand conservateur. Et donc il place ses pions, il va placer ses pions avec tout un étincelant état-major de hauts personnages hein, qui va les entourer. Et l'ordre maçonnique donc va devenir une franc-maçonnerie d'État. Elle va se renforcer en plus avec les loges militaires. Et donc avec tous ces petits arrangements-là, ça va être d'autant plus facile au Grand Empire d'étendre ses tentacules sur toute l'Europe, malgré les condamnations papales. Bon, alors je vais m'arrêter ici pour la période révolutionnaire. Enfin, on va quand même aborder, pour clôturer la partie, on va aborder Joseph de Maistre, ça on peut pas le rater. On peut pas traiter du sujet de la contre-révolution maçonnique sans parler de lui, évidemment. Là, c'est incontournable et c'est très important pour la suite, pour les prochaines émissions. Mais, en même temps, j'aimerais donner un peu ma vision de tout ce dont on vient de parler, hein, par rapport à ce qui se passe. Donc, on a vu par rapport aux clichés sur la révolution, fatalement, qu'il y avait des petites corrections à apporter, des points sur les i à mettre. Hein. Alors, évidemment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de grandes figures révolutionnaires qui étaient initiées, et certainement plus initiés chez les révolutionnaires que chez ceux qui sont restés royalistes, légitimistes, tout ce qu'on veut. Mais évidemment que la franc-maçonnerie, quel que soit le camp politique de ses membres, même si en France elle était en grande partie acquise aux idées nouvelles, elle est intrinsèquement perverse de toute façon. Donc ça, c'est la base de notre propos. Alors évidemment qu'en plus de ça, il y a toutes les histoires d'affairisme et de complot qu'on a vu dans l'histoire à plusieurs reprises. Ça, on a vu de grandes figures révolutionnaires de différents pays émerger, elles appartenaient à la maçonnerie. Italie, USA, Amérique latine, Turquie, Philippines, le monde arabe, c'est très intéressant à étudier aussi le sujet. Voilà. Donc ça, c'est le prix à payer quand on tolère ce genre de secte, c'est les risques de sédition, hein, fatalement. Ça, c'est le petit problème que les États doivent gérer. Hein. Maintenant, ce qui se pose problème, et selon moi, ce qui me fait courir en grand danger, hein, c'est la tendance à l'essentialisation et la simplification de la maçonnerie dans la sphère républicaine, soit dans le complot aussi, ou dans l'affairisme, justement. C'est-à-dire la croyance en ce que la maçonnerie, ce serait ça et que ça. Et que le problème, c'est que ces conséquences deviendraient la définition même de ce que tout le monde se fait de la maçonnerie. C'est-à-dire que les potentiels accidents, qui sont en partie véridiques, deviennent l'essence. Hein. Alors, c'est pas tout à fait la définition qu'on a donnée dans la première partie de notre émission, notre série d'émissions. Et en fait, on parle bien de sociétés initiatiques qui prodiguent un enseignement ésotérique dans un complet relativisme religieux, avec pour conséquence directe, de facto, de l'hétérodoxie. Un public, donc, hétérodoxe, organisé et nuisible, et en l'occurrence, nuisible pour l'Église et pour l'État. Voilà. Mais, encore une fois, ça c'est le risque qu'encourent les États en tolérant la maçonnerie. Hein. Mais le risque d'une chose, comme on a dit à plusieurs reprises, ne fait pas sa définition. Sinon il n'y aurait jamais eu de contre-révolutionnaire maçon, fatalement. Et je crois que c'est ça le problème. Et il n'y aura pas pu y avoir non plus un bienheureux qui ait été maçon. Voilà, assurément. Voilà. Donc c'est ça le problème qu'on a chez nous, c'est l'essentialisation et la systématisation. Et le prix à payer pour ce mode de pensée, il est très cher, comme on va le voir par la suite. Alors je vais développer mon propos, quand on commence à simplifier et essentialiser la maçonnerie exclusivement dans une affaire de complot, et quand on prétend qu'elle orchestre tout de A à Z, que c'est juste des gens masqués qui se rassemblent pour comploter parce que simplement ils sont pas gentils,
Ça, voilà, déjà, ça me semble non seulement exagéré, mais évidemment, ça signifie, encore une fois, que le problème n'est pas correctement indexé. Et j'ai dit que je répéterai souvent, quand on n'indexe pas correctement le problème, on ne peut pas le régler. Et quand le problème n'est pas réglé, les conséquences, elles sont extrêmement nuisibles. Et ici, ce dont je parle, en particulier, c'est la contamination de notre communauté par l'esprit maçonnique. Et je parle pas, encore une fois, de modernisme, de catholiques, entre guillemets, catholiques, modernistes et compagnie, contamination. Non, je parle même pas de ça. Je parle dans le monde tradit, etc. Bon voilà, je vais développer tout ça. Maintenant, je suppose, et c'est là que ça va faire mal aussi, qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont compris que j'étais pas spécialement très baruélien. Même si c'est censé être intouchable, mais moi, désolé. Moi, je pense que l'abbé Baruel a dit beaucoup de vérité, comme beaucoup de gens qui écrivent sur le sujet d'ailleurs, qu'il a très bien fuselé son raisonnement, il est très épatant, en plus de ça il écrit très bien, mais malheureusement son raisonnement est ficelé au point de faire des erreurs d'appréciation et d'analyse qui ont des conséquences. Et dans le sens, encore une fois, où il a cherché à trop systématiser le problème. Alors ça c'est humain, parce que d'un autre côté, c'est notre cerveau qui a tendance à fonctionner ainsi. L'explication simple d'un problème par économie d'énergie cérébrale, c'est plutôt vers ça qu'on tend. Surtout quand on est des hommes. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Maintenant le problème, c'est que quand on fait ce genre de choses, ce genre d'exercice, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de se planter. Et voilà, c'est pour ça que d'un autre côté on a un petit peu reconstruit tout le truc, même si c'est pas encore terminé. Mais vraiment pour pouvoir cerner un peu plus correctement le souci. Donc maintenant, juste encore avant de parler de Joseph de Maistre, justement, je pose la question par rapport à la Révolution. Je pose une question. S'il n'y avait pas eu la maçonnerie, est-ce que néanmoins, la situation de l'État français du XVIIIe siècle était viable et tenable? Une question. Quand vous avez un pays, un État, un pouvoir en place, qui promeut et laisse son territoire s'imprégner et acclamer ouvertement des pseudo-intellectuels qui disposent d'une bonne plume, techniquement, mais qui crachent à longueur du temps sur la religion de cet État. Est-ce que c'est normal? Quand on défend le gallicanisme, quand on a tout le temps les yeux rivés sur la Révolution américaine avec le soutien de l'État français lui-même, et peu importe pour quelles raisons stratégiques, quand on a des tas de dépenses complètement inutiles, quand on a une ruine et un désordre des finances, alors que le peuple en est venu à être privé de pain durant une crise très très mal gérée, et je pense que c'est normal, peu importe qui a tort, qui a raison, c'est normal que le peuple, dans ces cas, ait quand même du ressentiment. C'est quand même qu'il y a du ressentiment dans le peuple, surtout si on fait des erreurs, mais complètement bêtes, inutiles et graves. Alors quand on a des jugements arbitraires avec une différence pour des nobles et des non-nobles qui ont commis le même délit, quand on a un roi qui manque de fermeté dans l'exécution de ses projets, quand on a une corruption des mœurs, du luxe et de l'oisivité qui sait, comme tout le monde le sait, c'est la source la plus fréquente des chutes des empires. Une débauche généralisée dans les plus hautes classes de la société. Malgré qu'il restait certainement une minorité respectable dans cette classe, évidemment, mais c'est quand même la déchéance. Quand on en vient à acheter des faux titres de noblesse pour pouvoir se retrouver dans une classe majoritairement oisive, et qu'on rencontre de toutes parts des comtes, des marquis, des barons, des chevaliers, de leur propre création, soit en ravissant aux soldats la place d'officiers destinés auparavant à récompenser leurs zèle et à leur bonne conduite. Quand on prétend que pour obtenir une montée en grade de lieutenance, il faut avoir 4 générations de noblesse. Et en plus, en prenant en compte que l'avantage d'être noble également dans exemption de la milice et d'autres charges publiques, et avec, par effet de vase communicant, qui aggrave le sort du peuple à mesure que la soi-disant noblesse se multiplie. Soi-disant noblesse, Il n'y a plus de noblesse, en fait. C'était plus la vraie noblesse. Ce qui fait que, la qualité de simple citoyen est d'autant plus dégradée. Alors, aussi, l'essor de l'industrie qui procure aux communes et à la bourgeoisie de plus en plus puissante les moyens de rivaliser avec cette noblesse qui vient de plus en plus de pacotille. Qu'à un moment donné,
Euh, bah, tous ces éléments réunis que j'ai énumérés, hein, l'ambiance elle peut qu'exploser. Oui, c'est pas la révolution qui a produit la décadence, c'est la décadence qui a amené la révolution. Ouais, ben voilà, il y a un ressentiment immense. Alors je dis pas nécessairement une révolution, mais au moins un minimum une grosse révolte. C'est logique, tu sais, ça devient ingérable. Hein. Alors sur ce point-là, je pense que, honnêtement, entre nous, je pense même pas qu'il y ait besoin de la maçonnerie pour ça. Alors par rapport à la maçonnerie interdite par l'Église, déjà, je pose la question. Comment ça se fait qu'elle ait pu prospérer en France s'il n'y avait pas déjà un souci au préalable? Comment ça se fait qu'une aussi grosse association, clairement interdite, prospérait en France? C'est une blague. Interdite par l'Église, ça veut dire que la France, elle n'obéissait pas. Bon, on est d'accord. Tu vois? Comment on dit, c'est la rétribution. Hein. Ben oui, oui, la haute société a prévariqué, elle a abusé de ses droits, de ses privilèges, qui pouvaient être légitimes, mais qui de fait ont tourné contre le bien commun. Et voilà, et donc du coup, des ennemis ont pu prospérer et ont pu finalement les renverser, quoi. Mais non, moi je dis, la maçonnerie est jouée. Je suis pas en train de dire que la maçonnerie ait joué aucun rôle dans la révolution. Je sais bien qu'il y en a qui ont dit ça aussi. Mais moi je trouve autant, il y en a qui ont tendance à maximaliser ce problème-là, c'est-à-dire à simplifier et systématiser la question maçonnique par rapport à ces questions politiques. Et il y en a d'autres d'un côté qui les ont minimisées complètement. Tu vois, et ça c'est aussi une bêtise. Je tiens à préciser parce que j'espère bien que des gens vont pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais bon. Maintenant aussi, je tiens à préciser que durant les états généraux, on a eu aussi des religieux très sérieux qui ont soutenu les réformes, carrément. Je prends par exemple l'archevêque de Vienne, hein, de l'époque, hein, qui condamnait les Lumières, ennemi de Voltaire et de Rousseau. Il a soutenu le tiers-état en tant que député, hein, député du clergé. On a vu aussi parmi les partisans de la monarchie absolue, des hommes connus auparavant pour leur attachement aux opinions des Lumières. Hein. Comme il s'est trouvé dans le nombre des factieux, des plus révolutionnaires, hein, des plus sanglants révolutionnaires, des hommes qui juste avant s'étaient montrés, avaient paru assez zélés hein, donc pour la religion chrétienne, catholique, et soumis à l'autorité du monarque. Donc voilà. Ouais, tu vois, une révolution, par définition, c'est une inconnue aussi. Il peut tout arriver. Moi, l'erreur, je pense, c'est quand on parle d'orchestration, quand on a cette tendance à parler d'orchestration, moi je parlerais plutôt par rapport à la maçonnerie, ou tout du moins une certaine partie de la maçonnerie qui était très impliquée dans la révolution, moi je parlerais plutôt d'instrumentalisation. Voilà, il y a trouvé un intérêt. Très clair. Maintenant, en généralisant tout, c'est comme ça qu'on tombe dans le piège. Voilà. On ne soigne pas les autres problèmes, en fait, aussi. On ne soigne pas les autres problèmes, c'est justement pour ça qu'on fait cette émission, et on va parler plus loin. Donc, tout aussi hétérogène était-elle, la maçonnerie, qu'elle ait un poids certain, ça me semble évident, qu'elle eut une influence notable, et que c'était une organisation qui, grosso modo, apportait les idées nouvelles, ça je veux bien, grosso modo, qu'il y ait une part d'instrumentalisation via certaines de ces grandes figures françaises, qui étaient celles pleinement, enfin je parle en particulier, celles acquises pleinement aux idées nouvelles, voire surtout révolutionnaires, je veux bien. Que certains y aient trouvé facilement leur place et leur intérêt, je veux bien aussi. Maintenant que tout était calculé, fomenté à 100% et orchestré dans les moindres détails, au-delà des divisions. Et alors divisions qu'on nous raconte qui étaient bien entendu calculées aussi. Oh, ils ont fait exprès de faire semblant d'être divisés entre eux, machin. Ça c'est des trucs qu'on entend toujours. Hein. Mais non. Enfin bref, moi je fais la différence entre orchestration et instrumentalisation. Voilà. Donc par rapport à ça. Donc pour moi, maçonnerie ou pas, je pense que la France telle qu'elle était, c'était devenu de toute façon une bombe à retardement. Très clairement. Même si au fil du temps, le fossé, la barrière entre maçonnerie et église, elle a continué à grandir, hein, grâce à Dieu, hein, donc tant mieux. Hein. Mais le problème, c'est que cette barrière en question, elle est restée poreuse. Hein.
du fait qu'on a mal discerné le problème, bah, c'est poreux. Et à tel point qu'à l'heure actuelle, même les plus anti-maçons sont eux-mêmes maçonnisés. Tu vois, ça je l'ai toujours dit. Je reviendrai, parce que là la phrase paraît un peu énigmatique quand je dis que les plus anti-maçons sont maçonnisés. Mais je vais revenir sur le sujet plus tard, parce que c'est justement le but de l'émission. Voilà, alors ce que je dis là, tout ce que je dis là, j'insiste bien, parce que je vois déjà venir les fanatiques de la systématisation qui vont aller dire « Ah, regardez, c'est des infiltrés, ils parlent comme ça, machin. » Non, le problème sur lequel je mets le doigt, encore une fois, ça veut pas dire qu'il peut pas potentiellement y avoir des complots, de l'affairisme, des révolutions. Et plus récemment, en tout cas dans notre histoire, des lois dans la maçonnerie, ou en tout cas une grosse partie d'entre elles a mis son poids. Je parle notamment par rapport à l'avortement, l'euthanasie, le divorce, le port de la burqa dans nos pays. Et les francs-maçons de gauche ne cachent pas que c'est des victoires dans lesquelles ils ont joué un certain rôle, notamment par le biais de leur réseau associatif et surtout politique. Donc voilà, c'est clair qu'ils pèsent beaucoup. Maintenant, c'est pas pour autant que la franc-maçonnerie, à l'heure actuelle d'ailleurs, a toujours le même poids que sous la Troisième République. Même si ils ont toujours une certaine influence, donc plus ou moins selon les variations de gouvernement. On peut retrouver des francs-maçons dans des partis coalisés, c'est-à-dire les partis au pouvoir, dans un parlement, comme on peut retrouver d'autres dans l'opposition. Et je pense notamment au premier exemple qui vient en tête, c'est Mélenchon. Comme on peut retrouver, ça on va voir par la suite, on peut retrouver des francs-maçons dans les mouvances dites anti-système. Enfin, c'est même pas dit, des mouvements anti-système concrètement. Et ça on va voir par la suite, ça on va beaucoup en parler, parce que c'est encore une fois l'objectif de l'émission de soulever cet aspect-là. Maintenant, en ce qui concerne la capacité de l'influence des maçons sur les révolutions, à l'heure actuelle, moi honnêtement, je dis, je pense pas qu'ils aient gardé le même poids qu'au 19e et première moitié du 20e siècle, parce que maintenant la mode, ça a beaucoup plus changé, c'est maintenant, à l'heure actuelle, les États vont plus tendance à se méfier aux ONG, et beaucoup plus la presse, les presses financées par l'étranger, c'est ça qui va être beaucoup plus, redouté par les gouvernements. Par les gouvernements, aussi peu maçonnisés soient-ils. Et voilà, néanmoins, les maçons, ils gardent un poids politique, ça je veux bien le concéder. Entre ça et le soft power, via les ONG et les gros médias privés, je pense quand même que c'est plus du tout la même chose que par rapport à des époques un peu plus antérieures. Et puis aussi, la structure de la société a changé, en fait, puisque auparavant, c'était une société d'ordre, avec des ordres sociaux. Il y avait la noblesse, il y avait le clergé, il y avait le tiers-état, etc. Tandis que maintenant, il y a eu ce qu'on appelait au 19e et 20e siècle, et surtout au 20e siècle, la révolution managériale, qui a horizontalisé les rapports sociaux. Maintenant, il n'y a plus vraiment des classes supérieures. Chacun considérera l'autre plus ou moins comme appartenant à sa classe, même si de fait, des classes sociales existent, mais elles sont moins assumées qu'auparavant. Donc du coup, les réseaux maçonniques ont plus difficile à se mettre en place, en fait, puisque les rapports sociaux ont changé. Ouais. C'est ça, et en plus, ils ont aussi leurs problèmes en interne. Déjà, comme ils ont gagné beaucoup de... Enfin, voilà, pour les maçonneries les plus à gauche, je veux dire, elles ont beaucoup gagné de leur combat. Elles sont un petit peu en crise identitaire. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient. Puis beaucoup de cheveux blancs, à l'image des modernistes. C'est beaucoup de cheveux blancs dans les loges aussi. Fatalement, voilà. Ça intéresse plus trop les plus jeunes de se faire initier. En particulier dans les loges de gauche, dans les loges les plus politisées. C'est pour ça que les loges les plus politisées, en fait, elles sont devenues un peu moins... elles ont commencé à être beaucoup plus à s'ouvrir, en fait. Le Grand Orient, c'est plus le Grand Orient d'hier. Maintenant, on a des gens qui viennent vraiment de divers horizons. C'est plus au niveau politique. Sauf eux, ils sont pas très ouverts à tout ce qui est ce qu'on appelle l'extrême droite, grosso modo. Mais néanmoins, on va voir que toutes les obédiences n'ont pas le même point de vue par rapport à ça. Donc ça, c'est encore un autre débat. Qu'on verra un peu plus loin, on va voir ça un peu plus loin. Moi, je propose, alors, j'avais dit qu'on allait voir Joseph de Maistre. Finalement, écoute,
voilà, comme on a déjà mis un petit temps d'enregistrement, je propose qu'on voit ça la fois prochaine, hein. On va voir, je crois on va taper dans Joseph de Maistre et René Guénon en même temps, et en plus on va présenter les différents types d'obédience pour la troisième partie. Les personnages dont on va parler la prochaine fois, c'est des personnages incontournables en maçonnerie, qui pourtant sont pas de gauche. C'est assez amusant. Donc troisième partie, vous allez voir, c'est encore du très 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 lourd. Et pour d'autant mieux comprendre la question maçonnique et d'autant mieux comprendre ce dont on parle, l'intitulé de l'émission, à savoir la contre-révolution maçonnique, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle malheureusement qui risque d'arriver demain. Voilà. Théodon, un grand merci à toi. Toi aussi pour cet excellent exposé qui, je pense, en intéressera plus d'un, puisque c'est un point de vue dont on n'a pas l'habitude d'entendre, en fait, puisqu'il essaie de prendre en compte tous les éléments. Ouais, c'est ça. Il ne cherche pas à faire dans le systématisme, à donner une vision simpliste de la réalité, mais à voir aussi bien la franc-maçonnerie dans ce qu'elle est, et la monarchie de l'époque dans ce qu'elle était aussi. Ouais. Oh là, on va peut-être avoir des gros dislikes, parce que malheureusement, on a cassé un peu la vision sociologiquement typique que tout le monde a un petit peu, hein, voilà. Mais je sais bien, grâce à Dieu, hein, tout ce qu'on vient d'expliquer, il y a des gens qui en sont déjà conscients. Hein. Mais le problème, c'est que c'est un public un peu minoritaire, et voilà. Donc c'est vrai que ça casse pas mal de conférences, toute une certaine littérature, etc. Par rapport au sujet. Bon, voilà, désolé. Hein. Allez, bonne soirée, Théodon. À toi aussi, bonne soirée, et à la prochaine. Ouais, salut. Salut.